Salut Mathieu, merci beaucoup d'être venu. Salut Adama, merci de me réinviter. Oui, ok, c'est la deuxième fois. En fait, on a fait un premier lundi soir sur ton film. Donc, Nous sommes des champs de bataille. Il y a eu un problème technique. Il ne s'agit pas de censure ni rien, mais juste, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et du coup, ce qui nous donne l'occasion de refaire ça. On va pas refaire exactement la même parce que, heureusement, tu publies un livre en avril chez La Fabrique, s'appelle La guerre globale contre les peuples, mécanique impériale de l'ordre sécuritaire. Et donc voilà, je me disais qu'en fait, on pourrait parler un peu des deux en alternant, peut-être un peu plus du livre, mais du film aussi. Donc le film, on le trouve, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on le trouve sur internet, Ouais. Voilà, à prix libre. Ouais, sur un site qui porte le même nom, nous sommes des champs de bataille.net. Voilà. Et bon, j'introduis en quelques mots le film et le livre. Donc le film, on pourrait dire qu'il y a deux principaux sujets. D'une part, le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire en fait le business de l'armement en France, mais aussi à l'international. Et en fait, pour décrire ça, pour analyser ça de l'intérieur, un peu, tu t'es infiltré à Millipol, cette sorte d'exposition universelle de l'armement, de l'ordre sécuritaire. Et puis, d'autre part, ça parle des luttes contre les violences policières, auxquelles tu participes depuis longtemps, voilà, dans le cadre de plusieurs collectifs. Mais en fait, il me semble que ce que tu veux montrer dans ton travail, c'est que ces deux dimensions, la mécanique impériale et puis les luttes populaires, sont entièrement liées. C'est deux faces d'une seule et même réalité. C'est-à-dire que, et le livre montre bien ça, c'est-à-dire comment la guerre moderne, fondamentalement capitaliste et impérialiste, est une forme de gouvernement des peuples qui se reconfigure sans cesse pour étouffer les résistances et les insurrections populaires qui lui sont opposées. Donc ce régime de guerre moderne, tu l'appelles aussi le régime de sécurité globale. Je ne sais plus si je déforme le régime de guerre, le régime global de guerre et de contrôle. Voilà, régime global de guerre et de contrôle. Et en fait, en l'analysant, il s'agit de mieux comprendre, je dirais, comment le capitalisme néolibéral se déploie à travers la guerre impériale. Et en fait, du coup, ça clarifie les deux éléments. Aussi bien le capitalisme d'un côté que la guerre et l'impérialisme de l'autre. On pourrait dire, voilà, pas de capitalisme sans guerre, sans impérialisme. Et inversement, pas d'impérialisme et de guerre sans un système économique, un système d'accumulation par des possessions, de privatisation, de mise en dépendance généralisée. Voilà, j'ai quelques derniers mots de présentation générale et puis après... Tu fais ça trop bien. Merci, mais après la première question c'est qu'est-ce que tu penses de cette présentation en fait, qu'est-ce que tu ajouterais pour la compléter? J'ai eu l'impression en fait à lire le livre que c'était un travail en fait qui se veut assez exhaustif en un sens parce que voilà, le sujet est quand même assez vaste. Tu fais une généalogie de la guerre contre les peuples depuis le XVIIIe siècle et puis tu reconstruis sa géographie qui est mondiale. Donc voilà, il y a une forme d'exhaustivité. Et en même temps, voilà, c'est pas du tout quelque chose qui voudrait se suffire à lui-même. C'est plutôt quand même un prélude, peut-être même une sorte de manifeste pour un certain type de recherche. Une recherche indépendante depuis les luttes que tu appelles de tes voeux. Et donc, ce que ça donnerait, ce prélude ou ce manifeste, c'est quelque chose comme un cadre historique et théorique qui peut pas suffire, parce que voilà, on peut pas faire rentrer le réel dans un livre. Chaque contexte est singulier, donc après, chaque contexte demande une étude singulière en vue de l'action révolutionnaire, émancipatrice. Mais en même temps, il y a une cohérence globale dans la guerre contre les peuples, et il faut connaître cette cohérence internationale pour y faire face.
Donc, voilà. C'est cette présentation que je ferai. Je sais pas si Ouais, la première question, c'est voilà. Non, mais Parce tu l'amènes très bien. Ouais, j'ai réagi parce que tu me le demandes, mais sinon on pourrait partir de là. Mais du coup, tu dis capitalisme néolibéral. En fait, du coup, ça ce serait une des parties du livre, de dire que la guerre a pris les formes qui vont avec le capitalisme néolibéral. Là, dans la séquence contemporaine, mais c'est aussi un livre aussi sur les différentes formes du capitalisme, et du coup où on voit que la guerre, avant même la séquence néolibérale, est déjà une machine de propulsion, d'expansion. Du coup, on peut se le dire aussi du capitalisme racial et patriarcal. C'est aussi une proposition de voir l'impérialisme, enfin d'aborder l'impérialisme pas comme un stade de développement économique, mais comme une configuration de rapports, de domination, de pouvoir, d'accumulation, et où en fait, et ça c'est des choses qui commencent à être assez bien établies, mais où il n'y a pas de moment où le capitalisme n'est pas racial et n'est pas patriarcal, c'est-à-dire il se conçoit et il se déploie en même temps que sur la mise en dépendance et de l'exploitation d'une main-d'œuvre européenne. Il se déploie en même temps à travers l'expansion coloniale et la situation esclavagiste, et en même temps à travers l'accumulation de profits et de forces de travail liées à la reproduction sociale et à l'exploitation des femmes dans l'espace domestique. Et donc se dire que cette configuration de domination, de toute façon, est liée à la guerre dès l'origine, et qu'on va avoir différentes formes de guerre qui vont accompagner sa propulsion, son expansion, puis sa régénération. Et effectivement, comme tu le dis, que dans la séquence néolibérale et sécuritaire, depuis, on peut dire, dans l'après 68, et puis vraiment pleinement dans les années, au 21e siècle, le continuum de guerre et de contrôle, parce que c'est ça aussi la proposition, j'y reviens, sert carrément de système de régénération de toute cette configuration-là. C'est ce qui va permettre de sauver le fonctionnement du capitalisme racial et patriarcal, à la fois parce qu'il est confronté à des contradictions internes, mais aussi parce qu'il est attaqué par des luttes et des résistances partout sur la planète. Et du coup, peut-être pour faire le lien, effectivement, je parle de continuum de guerre et de contrôle. Alors, c'est à la fois une proposition, mais c'est aussi le fruit de l'enquête. C'est parce que 20 ans de recherche et de participation en lutte sur ce terrain-là, j'en arrive à me dire qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe si on n'aborde pas le sujet en observant, parce que c'est ça aussi, c'est ce on voit dans le livre, que la police, la surveillance, les frontières, l'incarcération, les enfermements, les prisons, les camps, tout ça fait partie d'un même continuum de guerre et de contrôle, mais en tout cas appartient à un même système, à la fois en termes de production de dispositifs, mais de réseaux humains, de savoir-faire, de circuits économiques, de régimes politiques, et du coup on ne peut pas penser la guerre sans le contrôle, sans la surveillance, sans l'enfermement. Toutes ces choses-là en fait ont été co-engendrées à travers la mécanique impériale dont je parle dans le livre. Alors on va peut-être en parler après, sûrement. Peut-être l'autre chose sur laquelle je rebondirais, tu disais exhaustif. Moi vraiment, pour le coup, j'ai pas du tout prétendu à ça, parce que effectivement, jamais tu fais un livre exhaustif sur quoi que ce soit, quoi. Mais alors encore plus sur une sorte de socio-histoire de la guerre et du contrôle depuis le 15e siècle et partout. Moi, je le vois un truc, à un moment, je le dis dans le livre, que justement, il ne s'agit pas de viser à construire un empire théorique ou quoi que ce soit, mais plutôt des flottilles pirates, quoi. C'est des prémices, c'est une esquisse, d'essayer de voir si on peut réussir à penser la transformation de la guerre, du contrôle, de la surveillance, de la répression, sur un mode global, connecté, de temps long. Parce que, effectivement, je m'en suis rendu compte en travaillant beaucoup sur la France, mais en fait en regardant aussi les gens qui travaillaient juste sur l'Empire britannique, les gens qui travaillaient juste sur l'Empire états-unien, qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas si on ne compare pas les différents impérialismes, les différentes puissances impériales, si on ne les compare pas dans la longue durée et dans la globalité. Et du coup, quand on fait ça,
alors bien sûr, du coup, on peut pas le faire de manière exhaustive. On peut que à certains moments, il y a certains moments où on peut rentrer à approfondir, mais il y a d'autres moments où on est obligé de passer, enfin de traverser les choses sans vraiment s'y arrêter. Mais là, effectivement, on voit que quand, à différentes époques ou à différents endroits du monde, il se passe des choses très similaires, bah, c'est qu'il y a une mécanique derrière, c'est que ça tombe pas du ciel, quoi. Et du coup, c'est le sous-entendu de tout ça, c'est que quand il y a une mécanique, eh ben, on peut s'y attaquer, quoi. Mais ouais, en fait, juste pour revenir rapidement sur ce point exhaustif, le terme était maladroit, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, tu as quand même un foisonnement d'exemples qui viennent qui sont des exemples internationaux, et c'est pour ça, je pense que j'ai eu cette impression, c'est que il y a un décentrement, en fait. C'est-à-dire que, et notamment aussi du côté des luttes, parce que là, tu as plutôt parlé des mécanismes impérialistes, mais en fait, tu montres, voilà, comme tu disais, s'il y a une mécanique, il y a aussi des interstices entre les rouages, comme tu dis, et du coup, voilà, il y a des luttes qui parviennent à se déployer, malgré tout. Et d'ailleurs, en fait, les mécaniques impériales répondent après, se réadaptent selon ces luttes-là. Et du coup, ces luttes, en fait, elles sont, tu les abordes vraiment à une échelle internationale. Je sais pas, par exemple, un premier exemple qui me vient en tête, c'est quand tu parles de la fin du 19e siècle, au moment où tu parles de la Commune de Paris, par exemple, juste avant, tu parles de la révolte d'El Mokrani en Algérie. Voilà, et il n'y a pas de... Enfin, il y a un décentrement, plutôt qu'un projet d'exhaustivité. Ouais, ça clairement. Alors, ça, c'est déjà quelque chose que j'essayais de faire quand je bossais spécifiquement sur la France. C'est aussi un truc que j'ai vu en permanence et dans les luttes et dans les sciences sociales, en fait. Hein. C'est que, par exemple, très clairement, sur la police, si tu regardes la police depuis la police, y a plein de choses que tu vois pas. Tu vois son discours sur elle-même, ce qu'elle veut produire d'elle-même, et tu vois notamment cette thèse comme quoi, finalement, les sociétés démocratiques occidentales travailleraient à réduire l'intensité de la violence, le contact au corps, etc. Et cette hypothèse que là, moi, j'ai renversée en travaillant sur la police, en disant, mais en fait, quand tu regardes la police depuis les opprimés, depuis les damnés de la terre, depuis les travailleurs immigrés, depuis les quartiers populaires, depuis les prisons, depuis les frontières, depuis les colonies, en fait, tu vois que c'est absolument pas ça qui se passe. Les sociétés occidentales sont déjà absolument pas démocratiques, si on veut se dire que démocratique, ça veut dire le pouvoir des classes populaires, mais en tout cas qu'elles ont restreint l'intensité de violence ou du contact au corps ou de la mise à mort. En fait, tu te rends compte qu'elles l'ont restreint que pour une toute petite... C'est un peu la notion de biopouvoir. Exactement, le biopouvoir, elles l'ont déployé que pour une toute petite partie de la population. En général, les classes moyennes, les corps considérés comme non sacrifiables, qui ont une valeur. Et du coup, j'applique ça en fait à l'ensemble du continuum de guerre et de contrôle. J'essaye de regarder cette histoire globale et connectée depuis les damnés de la terre, bon, pas seulement depuis les classes populaires en général. Et en fait, en venant tester cette hypothèse-là, et parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il se passe la même chose. Bon, les trois grands terrains d'analyse du livre, c'est l'impérialisme français, britannique et états-unien, mais on va en Chine, à un moment on va en Inde, on est beaucoup en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et en fait, on se rend compte, là, du coup, en regardant toute cette histoire-là, depuis celles et ceux qui la subissent, peut-être on va y revenir, mais que là encore une fois cette hypothèse que la biopolitique c'est juste le sommet de l'iceberg, et que en fait le système de pouvoir auquel on se confronte dans la modernité capitaliste, c'est quelque chose qui fonctionne à la marge sur la biopolitique, sur le gouvernement par l'encadrement de la vie. Ce qui fait tourner ce système-là, sa normalité, c'est l'écrasement des corps, c'est l'écrasement de la vie, c'est le laisser mourir et c'est la mise à mort. C'est ça qui concerne l'immense majorité des classes populaires dans le monde depuis quelques siècles, quoi. Ouais. Donc ça, tu fais une sorte de typologie des formes de pouvoir. Du coup, mis à part le biopouvoir, tu parles de thanatopouvoir et de nécropouvoir. Ouais. Mais donc voilà, thanatopouvoir, tu dis, c'est gouverné par la mise à mort et le laisser mourir, et puis le nécropouvoir, c'est vraiment gouverné par l'écrasement de la vie quotidienne. Ouais. Mais est-ce que tu voudrais donner des exemples pour les deux Ouais, après, du coup, en retravaillant dessus, je me suis rendu compte que c'est des notions qui sont beaucoup utilisées dans les sciences sociales depuis, j'allais dire quelques années, en fait, depuis un moment quand même, mais personne ne s'en sert vraiment de la même manière. Et donc t'as le thanatopouvoir, t'as ça chez Foucault déjà, en fait il en parle en même temps que le biopouvoir. D'accord. Et il lui dit ça existe, mais il s'y arrête pas beaucoup. Mais de la même manière que quand il s'intéresse à la prison, il se concentre sur la prison
occidentale, et il y voit le panoptique, il y voit du coup ce système où on contrôlerait les gens en les amenant à s'auto-contrôler, mais où du coup il voit pas bien tout le reste, que en fait la prison c'est aussi torture systématique, psychologique, écrasement des corps, pareil, bon, il voit pas, il s'intéresse très peu à ça en vérité, quoi. Et mais bon, il la nomme, et du coup je lui reprends de thanatopolitique comme le politique de la mise à mort et du laisser mourir. Le laisser mourir, par exemple, c'est le régime des frontières qui, ce dispositif-là fait que quand des exilés décident de quitter leur pays pour aller chercher une vie un peu moins pire en Europe, le dispositif des frontières les expose à la possibilité d'un laisser mourir en Méditerranée, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, etc., à Calais, enfin, etc. Et la nécropolitique, donc là c'est Achille Mbembe qui développe ça, mais c'est pareil, ça a été repris, travaillé de plein de manières différentes, notamment par les afroféministes, par les différentes luttes qu'on en fait, en fait. Chacune en fait aussi ce qu'il veut, c'est très bien, quoi. Et moi j'en retiens, donc je l'utilise un peu comme lui il l'a défini, tout en prenant aussi des marges avec ça, mais du coup qui est une politique de la vie écrasée, au sens lui dit de la vie zombie, du mort vivant, et qui peut être justement ce que c'est que t'es encore vivant quand t'es en prison, mais en fait ça dépend pour qui, mais il y a des moments t'as une vie complètement écrasée, où est-ce que tu peux pas dire que c'est la même vie qu'une personne qui a une vie aliénée dans un vide existentiel parce qu'il travaille toute la journée dans un bureau, etc. C'est pas la même chose, tu vois. Et, pareil, c'est quelque chose, je pense, qui peut parler d'une certaine manière de ce que fait la police dans les quartiers populaires aussi, et pas juste la police, mais le système de ségrégation et de persécution à travers l'islamophobie, à travers le racisme en général, qui produit un écrasement des corps, une vie. Alors ça dépend pour qui, tu vois. Une vie zombie, c'est pas tout le monde, tu vois. Ou d'être. Mais d'ailleurs, Cazet, elle le dit dans plusieurs morceaux. Elle parle d'une condition de mort-vivant, d'être le mort-vivant, quoi. Ouais. Et donc voilà, c'est de se dire que il y a ces différents régimes de pouvoir et que quand même on nous parle énormément, pour parler de la modernité, de la biopolitique, comme si c'était le trait vraiment distinctif de la séquence du monde contemporain. Et en fait là, moi je viens de dire, non, en fait si on regarde ça depuis les damnés de la Terre, ce qui caractérise le monde contemporain, l'immense majorité des dominés sur cette planète, ils sont plutôt dans des conditions de vie écrasées, voire de mise à mort. Et attends, moi j'ai juste une question pour revenir un tout petit cran en arrière, mais parce que c'est la suite de ça aussi. C'est que tout à l'heure vous avez parlé théoriquement de la continuité entre guerre et contrôle, mais vous avez pas donné d'exemple, vous avez pas expliqué, parce que bon, je sais que c'est le propos moi j'ai pas lu le livre, mais je sais que c'est le propos, j'ai vu le film et je vois bien que c'est le propos du film. Est-ce que juste vous pouvez donner un exemple, parce que je pense que ça revient là-dessus, parce que guerre, j'imagine bien que on se visualise guerre extérieure, bombardement, blablabla, armée, contrôle, on imagine plus le contrôle des populations intérieures, voilà, mais ce continuum, est-ce que tu as un ou deux exemples à donner de comment il s'actualise, quoi? Je vais expliquer ce que c'est que la mécanique impériale, et comme ça, très bien, ça répondra et à ça et à ta question qui arrive parfaitement. La mécanique impériale, c'est aussi, donc il y a un concept là notamment dans le monde, dans les études critiques dans le monde anglo-saxon sur ces questions-là, qui est de boomerang impérial, et que moi j'ai beaucoup observé aussi en France. Et c'est de réverbération aussi. Voilà, de réverbération aussi. Et donc j'avais déjà vu sur la contre-insurrection, et puis on a vu sur toute une série de plans, qui est le fait que, alors nous d'abord ce qu'on a vu, c'était que par exemple on avait l'impression la contre-insurrection testée, développée, industrialisée dans la guerre coloniale était réimportée à l'intérieur de la métropole pour être appliquée aux quartiers populaires, aux prisons, et puis dans les formes de la contre-révolution. Alors elle est réimportée, elle est réagencée à ce moment-là. Et bien en fait, et donc on parle de boomerang parce qu'en fait c'est aussi d'abord des choses qui ont été exportées là-bas. C'est-à-dire dans la dynamique coloniale, l'État et le capitalisme exportent des régimes de pouvoir, d'accumulation, de pillage, de dépossession. Ils réexpérimentent ça dans le champ de bataille colonial, et puis ils réimportent des choses. Et ben
ça, on l'observe du point de vue de la contre-insurrection, et du coup, moi je parle plus généralement pour la contre-insurrection de guerre policière, en tout cas de quelque chose qui est entre. La contre-insurrection, c'est vraiment, on est déjà dans quelque chose qui est un domaine qui est entre la guerre et le contrôle, qui est de la guerre contre les peuples. Ouais. Justement parce que le mythe de la modernité occidentale s'est lui-même appuyé sur cette idée que, en fait, la modernité, ce serait la séparation entre la guerre et le contrôle, entre l'armée et la police, entre l'intérieur et l'extérieur, parce que la modernité occidentale répandrait sur le monde la raison, la justice, etc. Et en fait, tout ça est faux, parce que ça a justement servi à justifier l'inverse, c'est-à-dire que la modernité capitaliste répand plutôt sur le monde un continuum de guerre et de contrôle. Et alors, on le voit bien dans la contre-insurrection, mais en faisant ce travail-là, moi j'en suis arrivé à étendre cette hypothèse-là à plein d'autres domaines sur lesquels je travaillais, mais sur lesquels je n'avais pas été jusque-là, en travaillant que sur la France, parce que justement, en fait, c'est en travaillant aussi sur l'impérialisme britannique et états-unien où tu vois, il se passe la même chose, que tu dis, bon, en fait, il y a une mécanique plus générale. Et cette mécanique plus générale, c'est de voir qu'en fait, il se passe la même chose pour la police. C'est-à-dire que la police, elle n'est pas juste créée en Europe occidentale à travers l'émergence de la grande ville bourgeoise. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on avait vu pour la France, mais qui avait été validé ailleurs. En fait, la police, c'est aussi le produit d'un boomerang impérial. C'est-à-dire que la police va évoluer à travers différentes formes. Des formes de police des classes populaires, justement pour gérer la misère de masse qui se développe avec le capitalisme à l'intérieur de l'Europe, mais c'est aussi les polices coloniales, justement dans le champ de bataille impérial. Et ces choses-là vont jamais cesser de dialoguer, c'est un peu gentil, mais réverbérer. Et tu parlais de la Commune de Paris, on le voit bien à ce moment-là, on le voit bien déjà en 1830, en 1848. En fait, on fait revenir à chaque fois, pour faire évoluer la police, des officiers qui se sont formés dans les guerres coloniales, qui ramènent des savoir-faire, qui ramènent des armes, qu'on adapte. Alors des fois on les adapte pas, des fois simplement on fait la même chose, on tire dans la foule, quoi. Ça se fait quand même beaucoup au 19e siècle. Mais quand on a besoin, c'est-à-dire quand on a besoin dans le sens quand on est face à des masses ouvrières insurgées qu'on n'arrive plus à contrôler, on leur déploie, le système de police leur déploie quelque chose qui est la même chose que la guerre quasiment, ou la même chose que la guerre coloniale, et du coup on les appelle bédouins, on fait revenir des généraux d'Algérie à qui on donne la possibilité de faire la même chose que ce qu'ils sont en train de faire en Algérie. Donc pareil, en fait, quand tu regardes ça depuis les ouvriers, les colonisés, les insurgés, il n'y a pas une séparation claire entre le domaine du contrôle et le domaine de la guerre. C'est la même chose pour la prison, en vérité. Si tu regardes la prison aussi depuis les périphéries impériales, en fait tu te rends compte que la prison c'est justement pas, on se l'est dit tout à l'heure, juste le panoptique ou le schéma de l'hôpital, etc. En fait, dans la périphérie impériale, la prison c'est déjà et tout le temps l'incarcération raciale de masse. C'est-à-dire quelque chose qui maintenant revient dans les centres, qui est beaucoup théorisé aux États-Unis, avec l'état racial, l'état carcéral et la massification, l'internement massif racial. Mais en fait, ça, c'est l'histoire de la prison dans le domaine colonial à toutes les époques. Et ça a influencé aussi la transformation de la prison. On a des récits de fonctionnement de prison au 19e siècle où il y a des termes de massacre de masse, c'est-à-dire que c'est des mouroirs. Et le mouroir, c'est pas du tout le panoptique, tu vois, c'est pas contrôler les gens en les faisant participer à leur propre contrôle, c'est les laisser mourir ou les faire mourir. Et ça, c'est parce que la prison, la police, la surveillance, tous les premiers dispositifs pour identifier les corps, alors que ce soit par exemple faire des esquisses de silhouettes pour les esclaves en fuite, ou les prises d'empreintes, etc. Toutes ces choses-là ne cessent de circuler entre le domaine de la guerre coloniale, du champ de bataille colonial et du champ de bataille métropolitain. Et je trouve un truc avec lequel ça apparaît très bien de ce que tu dis. Enfin, je veux dire, là, tu expliques comment ça fonctionne d'un point de vue structurel, je dirais, mais on le voit aussi très bien apparaître d'un point de vue individuel avec les trajectoires individuelles. Ouais. Parce que, voilà, par exemple, tu as, je sais pas, Franco, tu le vois en tant que militaire dans un pays d'Afrique du Nord, je sais plus lequel, au Maroc. Et puis après, en fait, quand il arrive au pouvoir en Espagne, en fait, il puise dans un répertoire de répression qu'il a déjà mis en œuvre en tant que militaire. Et ça, en fait, on le voit dans le livre, il y a des quinzaines d'exemples de ça, notamment parce que, en fait, ton matériau d'enquête, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est des manuels de contre-insurrection, en fait.
Donc là, j'ai l'impression que voilà, les objets du film et ceux du livre sont un peu différents. Dans le film, on voit plutôt voilà, le business de l'armement et tout, des industriels ou des anciens préfets qui ont pantouflé, enfin bref. Et dans le livre, là, c'est vraiment des militaires, des officiers qui écrivent, forts de leur expérience militaire, souvent impérialiste, ils écrivent des manuels de contre-insurrection, et après tu vois ces manuels circuler en fait dans le monde entier. D'ailleurs, les manuels français sont très prisés au niveau international, et du coup, tu dis que tu t'appuies sur, je cite, un corpus d'une centaine de manuels, doctrines et traités de guerre policière, rédigés à différentes époques. Et ouais, du coup, je me disais, comment ça t'est venu? Pourquoi t'as choisi ce matériau d'enquête-là? Et ça, est-ce que les réflexions dont tu nous faisais part juste avant, ça a été nourri par ça? Et puis après, j'imagine que, en fait, aussi, tu nuances l'importance à donner à ces trajectoires individuelles. Parce que tu dis, voilà, l'important, c'est quand même les rapports structurels que t'exposais avant, mais voilà, j'ai trouvé que ça, c'était très frappant, quoi. Moi, la question de la contre-insurrection, c'est un truc qui traverse tout mon travail de recherche, mais enfin, je pense, peut-être on se l'était dit avant, mais on peut se le redire. Moi, je suis d'abord un militant qui fait de la recherche plutôt qu'un chercheur engagé, quoi. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est différent, parce que dans tes conditions d'existence, comment tu finances ta vie, et puis qu'est-ce que c'est le sens de ce que tu fais, quoi. Mais du coup, la question de la contre-insurrection, je pense que en fait, elle me touche d'abord comme militant, comme personne qui essaye de changer les choses avec ses camarades, parce qu'on est touché et frappé par ça. Mais du coup, elle organise aussi mon travail de recherche depuis, franchement, ça doit faire pas loin de 20 ans là. Et du coup, j'en ai croisé énormément déjà de ces manuels. Et puis j'en cherche, je les lis, je farfouille dedans. Enfin, vraiment, je m'y intéresse. Et donc ça fait un moment que je vois que on y voit plein de choses, et puis il y a des choses qu'on n'y voit pas aussi, quoi. Mais du coup, dans ces manuels de contre-insurrection, en gros, en général, c'est des militaires, mais des fois, c'est des policiers aussi. Et justement, on y revient sur ce continuum de guerre et de contrôle. C'est que des policiers qui vont faire la guerre coloniale, ils reviennent avec eux aussi plein d'idées sur la manière de gérer les ghettos, gérer les prisons, etc. Comme par exemple, à un moment, tu vois, dans le livre, je parle de policiers français qui sont envoyés en Afghanistan et qui font à peu près le même travail, quoi. Bon, ils ont moins d'influence que des militaires, c'est sûr. Mais du coup, dans les manuels de contre-insurrection, on a des gens qui finissent par être considérés comme des experts de la guerre coloniale, qui, à chaque fois, en fait, s'autorisent à dire c'est comme ça qu'il faut gérer la classe ouvrière, c'est comme ça qu'il faut gérer les émeutes, c'est comme ça qu'il faut gérer les révolutions. Et en général, ils disent il faut puiser dans le répertoire que nous-mêmes on a mis en place en Indochine, etc., au Maroc, etc. Tout, en général, ils traînent pas sur le fait que l'immense majorité du temps, ils ont fini par perdre, parce que sur le temps long, et c'est ça qu'on voit dans le livre, je pense, qui est important aussi, c'est que sur le temps long, les empires s'épuisent avant les peuples. On a très très peu de situations où finalement la contre-insurrection et l'impérialisme ne finit pas par être renversé sur le temps long, quoi. Et c'est important de se le dire aussi, quoi. Et donc ces manuels de contre-insurrection en général te disent jamais que d'un point de vue purement technique, finalement il n'y en a pas un d'eux qui a vraiment trouvé comment pacifier définitivement les populations. Heureusement pour nous, mais en fait, parce que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de mécanique de domination qui puisse réellement être absolue. Elle se présente comme absolue, elle se présente comme omnisciente, omnipotente, et nous, il ne faut pas qu'on croie à ça. Et quand on l'observe, quand on fait de la socio-histoire critique, en fait, on voit que sur la plantation esclavagiste, dans le camp de concentration, dans des systèmes de domination qui se présentent comme absolus, en fait, il y a toujours de la résistance. Et donc ces manuels de contre-insurrection, ça par exemple, le montrent pas très bien. Et en même temps, quand même, on voit, parce qu'on voit qu'en fait, ils sont toujours obligés de se rétablir. Parce que à chaque fois que ils envoient des troupes faire ça, et puis en fait on le voit dès les premiers manuels, les premiers manuels pendant la conquête des dites Amériques, en fait on a déjà cette situation là où il y a et des mercenaires et il y a des armées régulières qui font la guerre au peuple premier.
et qui sont là à se dire on va jamais y arriver parce qu'en fait les gens se réorganisent en permanence, c'est là que s'invente la guérilla, ils créent des maquis, ils attaquent la nuit, enfin des trucs que tu réentends la même chose pendant la révolution algérienne, tu réentends la même chose en Afghanistan. C'est un matériau, les manuels de contre-insurrection. Moi je l'ai croisé justement avec du coup une multiplicité de recherches sur ce qui se passe réellement sur le terrain, parce que les manuels de contre-insurrection ils arrivent en général après des expériences pour les modéliser, pour les faire valoir aussi, pour dire je suis l'expert de, et la France ou tel pays est devenu expert dans tel domaine, etc. Du coup, il ne faut pas croire que ce qui est marqué dans les manuels est appliqué exactement, quoi. Et du coup, après, il faut aller voir justement comment ça influence ou non, comment c'est mis en pratique ou non, etc. Et c'est ce que j'essaye de faire tout au long du livre, quoi. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, tu parlais d'un continuum et d'une espèce d'homogénéité dans la logique en cours. Et pour autant, est-ce que, notamment dans la pensée contre-insurrectionnelle, dans ces écrits-là, est-ce qu'il n'y a pas des logiques antagoniques, ou en tout cas différentes, des stratégies différentes et des débats? Et je dis ça parce que on avait parlé juste avant, mais il y avait par exemple il y a quelques années un livre qui avait été publié par l'Institut Choiseul, qui est donc une maison d'édition spécialisée dans la pensée militaire, de contrôle, etc. Enfin, un truc de gens affreux, mais qui réfléchissent, et qui s'appelait Faut-il brûler la contre-insurrection? Et à ce moment-là, ce livre, c'est un recueil de textes de généraux et autres polémologues français, qui à ce moment-là, on voit bien, essayent un peu de se foutre de la gueule des Américains, parce qu'en Irak, ils galèrent, enfin, à ce moment-là, ils galèrent complètement, il n'y a rien qui fonctionne, etc. Et il y a un peu les Français qui viennent dire non mais attendez, vous avez pas bien compris, vous les Américains, vous êtes en gros vous êtes un peu teubés, vous arrivez là-bas, vous pensez que c'est la pure violence, alors que l'essence de la contre-insurrection, c'est tout le truc de Galula qui est à la fois bien connu et pas assez connu, qui est que gagner la contre-insurrection, c'est conquérir les corps et les cœurs, quoi. Il y a vraiment l'enjeu des cœurs, et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'action psychologique? Ouais, c'est exactement. Enfin, l'action sur les représentations, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des contradictions au cœur de tout ça, et aussi est-ce que ça c'est une question, enfin pas piège, mais un peu complexe, mais est-ce que dans ton travail tu te penches énormément sur le côté, on va dire, répressif de la contre-insurrection, mais est-ce que ça ne nous fait pas manquer le côté des cœurs, quoi, justement, comment la propagande elle parvient à diffuser ces valeurs. Enfin, ça a été ça toute l'histoire de l'Occident, quoi, enfin des guerres occidentales et de l'impérialisme, c'est qu'on y allait d'abord pour faire des autoroutes, des hôpitaux et amener la paix civile et l'intelligence au peuple un peu arriéré. Ouais, carrément. Je me rappelle bien de ce livre-là. Donc, ça s'appelle Faut-il brûler la contre-insurrection? Mais il disait Faut-il brûler? C'était à la fois par rapport aux Américains, mais on était dans un contexte où, justement, il y avait les luttes sociales s'emparaient de cette question, redécouvraient la contre-insurrection. Et pareil, parler de l'insurrection. Enfin, ce livre-là est sorti en France dans les années qui ont suivi l'affaire de Tarnac, la publication de l'insurrection qui vient, et ça venait dialoguer aussi avec tout ça. Moi, j'avais publié L'ennemi intérieur à cette époque-là, qui était justement ma thèse qui disait les guerres coloniales ont servi de matrice au système sécuritaire, et la contre-insurrection est l'une des colonnes vertébrales de tout ça. Et du coup, de l'autre côté, on avait les experts dans ce domaine-là qui répondaient un petit peu d'une certaine manière avec ce livre-là, tout en faisant, en profitant de la situation, du fait que effectivement les États-Unis se servaient de Galula, mettaient en scène la redécouverte du modèle français de contre-insurrection pour justifier ce qu'ils étaient en train de faire en Afghanistan et en Irak. Et d'ailleurs, il faut se dire à ce niveau-là que, par exemple, ils utilisaient Galula en disant Galula, c'est beaucoup la conquête des cœurs et des esprits, mais en fait, quand tu lis vraiment Galula, comme tous les autres, il dit conquête des cœurs et des esprits, et il dit camp, torture, disparition, enfin il le dit pas comme ça, mais il le justifie. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la plupart des manuels de contre-insurrection, ceux qui quand sont les auteurs, en fait, tentent de se distinguer dans un champ. Ils vont dire, nous, on est plutôt les cœurs et les esprits, l'action psychologique, on est plutôt cette fraction-là. C'est en ça que je te réponds. Il y a des tensions qui sont mises en scène, des contradictions qui sont plus ou moins mises en scène, du coup, entre des fractions
donc moi j'appelle les gestionnaires, et donc les contre-insurrectionnalistes eux-mêmes appellent plutôt populo-centrés, donc ils vont considérer que la contre-insurrection doit viser les populations principalement, et des fractions on peut appeler les faucons ou ceux qui sont moi je les appelle les accumulateurs, c'est-à-dire ceux qui sont pour l'accumulation maximale, et qui eux en général dans le langage de la contre-insurrection vont être appelés ennemis centrés, centrés sur l'ennemi. Mais en fait, et dans les manuels, et dans toutes les séquences historiques, tu te rends compte que ces deux fractions-là, principalement parce que tu as toujours des personnes qui vont entre les deux, en fait, fonctionnent ensemble et se distinguent pour mieux dire « Ah, regardez, la première partie, les 2 premières années en Irak, ça n'a pas marché parce que vous avez donné trop le pouvoir aux faucons, trop aux dispositifs centrés sur l'ennemi. En gros, vous avez trop torturé tout le monde, ça a produit des contre-attaques. » Il faut faire du centré sur la population. Okay. Et donc, il faut faire plus d'actions psychologiques, il faut encadrer la population avec des dispositifs, des contre-médias, de la surveillance, il faut développer les drones, il faut développer le contrôle biométrique de la population. C'est à ce moment-là où aussi on commence justement à nourrir les gros algorithmes avec du marquage biométrique, etc. Mais en fait, quand tu regardes ça, tu te rends compte que ce qui se passe sur le terrain, ça va encore une fois être un assemblage de dispositifs d'internement, de disparition, de torture, de mise à mort, de laisser mourir et de conquête des cœurs et des esprits, c'est-à-dire de propagande et de séduction. Et en fait, tu as une espèce de combinaison de tous ces dispositifs-là et des différentes fractions qui essayent de se distinguer dans le champ à toutes les époques. Et on peut dire, c'est un peu, d'une certaine manière, c'est un peu les fractions de gauche et de droite de la contre-insurrection qui, comme dans tous les gouvernements, font semblant à chaque élection de nous dire non mais regardez c'est eux ils ont déconné, donnez-nous le pouvoir, avec nous ça va marcher. Et en fait tu te rends compte que le pouvoir il évolue par l'alternance de la social-démocratie, enfin tu vois de gouvernements plus ou moins mais en fait toujours capitalistes, tu vois. Et un autre exemple, c'est un général britannique qui s'appelle Rupert Anthony Smith, et je le cite parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est de là dont est issu le titre de livre. Du film, pardon, le titre du film, Nous sommes des champs de bataille. Tu donnes une citation, voilà, il dit que, voilà, en gros, dans le contexte, donc son livre s'appelle De l'utilité de la force. C'est un type qui participe à la guerre du Golfe en 91. Voilà, il est en Bosnie-Herzégovine en 95, comme il commande la force de maintien de la paix des Nations Unies. Après, il dirige des forces britanniques en Irlande du Nord, de 96 à 98. Puis, il est responsable de la campagne de bombardement de l'OTAN au Kosovo. Donc voilà, ça, c'est un peu ses faits d'armes. Après, il publie un livre de l'utilité de la force, l'art de la guerre dans le monde moderne. Et du coup, il dit que, en fait, la guerre, comme on l'entend encore dans le sens commun, c'est-à-dire du style, je sais pas, peut-être Verdun ou Stalingrad, ça n'existe plus vraiment. Il dit les conflits d'aujourd'hui prennent la forme de la guerre au sein de la population, où les gens dans la rue, dans les maisons, les champs, toutes les personnes où qu'elles se trouvent, sont le champ de bataille. Ça, c'est sa citation. Donc lui, il est dans quel camp ? Il était dans... Mais en vrai, lui, tu vois, en lisant le film, il dit la même chose que tous les autres. D'une certaine manière, enfin, ils ont tous un petit peu, ils essayent de se distinguer en amenant des petits trucs à eux et leur parcours. Mais en vrai, on me le faisait remarquer par d'autres gens là qui relisaient les épreuves du livre. En fait, Bugeaud, général qui est chargé de la conquête de l'Algérie et de l'écrasement d'insurrection ouvrière en France au 19e siècle, il dit la même chose. Il dit c'est fini la guerre entre les... Enfin, il dit pas c'est fini, mais il dit il faut... On peut pas juste penser la guerre entre deux armées et deux États. Il faut savoir faire la guerre contre les populations. Okay. Enfin, tu retrouves ce truc-là comme une sorte de redécouverte permanente de non, en fait, il faut savoir faire la guerre au peuple. Et c'est ça que j'essaye de dire dans le livre, en fait. C'est que cette redécouverte permanente, en fait, elle est fausse. Enfin, elle est fausse dans le sens de la redécouverte parce que tout le système d'accumulation et de gouvernement mondial qui va avec le capitalisme depuis l'origine se déploie à travers des formes de guerre, contrôle, surveillance, répression, enfermement, disparition contre les populations, en fait, contre les classes populaires, quoi. Ouais, mais du coup, peut-être pour reprendre un peu la fin de la question de Mathieu, tu vois, si on se dit, effectivement, les populations sont les champs de bataille, et du point de vue du cœur et des esprits,
parfois le pouvoir est victorieux. J'ai l'impression c'est un peu quand même reprendre peut-être dans une optique foucaldienne, tu vois, de dire le pouvoir ça produit des subjectivités et tout, même si bon toi tu remets quand même en cause l'idée de biopouvoir, de biopolitique, tout ça. J'essaie de la remettre à sa place. Ouais, remettre à sa place plutôt, mais parce que ça existe fondamentalement, c'est clair. Hein. Ouais, parce que c'est ça, je me dis, tu vois, parce que la première question du livre, la première phrase du livre, c'est comment cela peut-il tenir ? Et donc ça tient par tous ces dispositifs, voilà, de cette chose qui est entre la guerre et le contrôle et tout, mais ça tient aussi sans doute par une forme d'adhésion des populations. Et du coup, enfin, tu vois, l'exemple qui me vient à l'esprit comme ça, c'est pas un exemple très développé et tout, mais par exemple, t'as, je sais pas, le vote fascisant, par exemple, des classes populaires blanches en France, tu vois. Ou alors, ça me fait penser aussi à des trucs du style un peu de, tu sais, les réflexions sur les formes de racisme intériorisées et des violences intercommunautaires que ça peut créer, tu vois. Je sais pas, par exemple, quelqu'un comme Norman Ajari, il parle pas mal de ça, du fait que voilà, t'as une sorte la vie est tellement dévalorisée que tu finis par te loter toi-même en fait dans ta propre communauté. Tu vois des mécanismes un peu comme ça. Très clairement, mais c'est un des pôles de la contre-insurrection qu'ils appellent l'action psychologique, la conquête des cœurs et des esprits. Et il faut voir que comme tout dispositif de pouvoir, d'une certaine manière ça fonctionne, et si ça fonctionnait pas, on aurait mis en place une société communiste libertaire depuis longtemps, tu vois. Genre, oui, ça fonctionne d'une certaine manière, quoi. Et en même temps, il y a plein de moments où ça craque, type les gilets jaunes, quoi. Et puis ça craque pas à un moment comme ça craque par petits bouts. Enfin, c'est-à-dire, il y a des gens, d'abord, ils sortent sur une histoire de coût de l'essence. Et puis en fait, sur les ronds-points, puis il y en a plein qui arrivaient avec justement, comme tu dis, des trucs, une culture raciste, voire des mecs d'extrême droite, machin, puis en fait, qui se transforment sur les ronds-points aussi parce qu'ils sont avec d'autres ouvriers non blancs, ou juste parce qu'en fait, ils découvrent la solidarité, l'entraide, des choses comme ça. Ils redécouvrent la police, enfin, qu'est-ce que leur fait la police, du coup, ils se radicalisent sur ça. Et puis, il y a un moment, quand même, en décembre 2018, il y a des milliers de gens qui sont au bord de rentrer dans l'Elysée, quoi. Et si à ce moment-là, il y avait pas, régulièrement dans l'histoire du capitalisme et de l'État, s'il n'y a pas le reste des dispositifs de contre-insurrection, c'est-à-dire surveillance, capture, écrasement des corps, répression et puis guerre, en fait, les gouvernements, ils tomberaient régulièrement, ils tomberaient beaucoup plus régulièrement, et même dans ce cadre-là, c'est bien ce qu'on a vu dans la décennie 2010, même quand ils appliquent la guerre contre leur propre peuple, en fait, assez régulièrement, ou en tout cas ça arrive que des damnés de la terre finissent par sauter dans les piscines des palais présidentiels pendant que le président a fui en avion, etc., quoi. Donc, c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas de système de pouvoir qui est absolument établi, on se l'est déjà dit, et ça marche aussi du point de vue du pouvoir positif, c'est-à-dire de la production du sujet. Et donc ça, effectivement, moi j'en parle moins, mais aussi parce que en fait, il y a plein de choses sur ça, mais c'est contenu dans la question de la contre-insurrection, et du point de vue de l'ordre sécuritaire, je pense qu'il faut se le dire que c'est la dynamique, c'est celle de produire un sujet sécuritaire, et du coup c'est un sujet qui recherche de la sécurisation. Et ça, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne un peu comme le reste du système, c'est-à-dire que en ayant dépossédé de capacité d'auto-organisation, d'autonomie, en fait, tu te retrouves seul, individualisé, face à tout, face à la précarité, face à la possibilité de la maladie, face à la possibilité de l'accident, etc. Et on ne laisse face à toi que la possibilité de te tourner vers l'État, les institutions. Par contre, te tourner vers les mêmes que toi, ton groupe, ta communauté, un groupe d'entraide, etc. Tout ça est attaqué en permanence, justement parce qu'il faut créer un sujet qui est en demande d'être sécurisé par les formes du pouvoir, qui est en demande de police, qui est en demande d'armée, qui est en demande d'antiterrorisme, qui est en demande de TPMP, qui est en demande de, tu vois, etc. Mais ce truc-là fonctionne jamais absolument. Tout plein de gens qui peuvent être à balle dans cette dynamique-là. Moi, je l'ai vécu dans différents tafs. Des fois, quand je bossais au début dans l'éducation nationale, t'as des gens, tu te diras jamais qu'eux, ils vont suivre la grève. Et puis la grève, elle se déclenche.
Et puis cette personne-là, elle l'a rejoint, tu sais pas exactement comment. Et puis sur le terrain de la grève, ça devient une super camarade. Ça devient quelqu'un qui aussi apprend à prendre la parole, apprend à être solidaire avec les autres et se transforme, devient une autre personne, quoi. Et c'est que du coup, et c'est là aussi que du coup, il y a un champ de bataille intérieur. Et que nous, je dis nous là, peut-être les révolutionnaires, il faut qu'on prenne très très au sérieux le fait que tout le monde se transforme dans la lutte, et que du coup et qu'on le prendre au sérieux, ça veut dire prendre au sérieux la question de l'éducation populaire, de la contre-information, mais aussi de qu'est-ce que de nous-mêmes on met en avant en termes de je sais pas, des fois peut-être de se construire les uns les unes les autres, tu vois, s'aider à se transformer. Ça fait partie d'un processus révolutionnaire aussi, devenir des sujets non dominants, non oppressifs. C'est aussi tout ça, quoi, qu'on doit réussir à réaliser, et qui d'une certaine manière dans les moments de lutte, dans les moments insurrectionnels et dans les processus révolutionnaires, ça prend forme. Et puis sans doute qu'il faut lui donner de la force à ce mouvement-là, quoi. Moi j'ai une question, mais vraiment j'ai une question bâtarde, parce que je pense que c'est une question à laquelle, dont la réponse n'existe pas, mais pour revenir un peu sur ce truc de la guerre, alors c'est pas très clair dans ma tête, je vais essayer de le formuler le plus clairement possible. Donc toi tu décris, on va dire, l'agencement patriarcat, guerre, donc impérialisme, racisme et donc économie comme une espèce de machine, comme un système, quoi, comme une machine qui fonctionne, tu le disais tout à l'heure, un petit peu en tout temps, avec la même logique à l'œuvre. Et donc ça, on va dire, c'est une lecture marxiste, dans le sens où dans le fond, l'élément économique viendrait un peu ordonner les intérêts de chacun. Je te laisse finir. C'est pas là-dessus que mais est-ce que, et donc j'ai l'impression que pour le pendant-guerre, j'ai l'impression que pendant très longtemps, ça marchait très bien. C'est-à-dire que, oui, on voit bien, guerre d'Algérie, la France, elle veut s'accaparer, il y a des logiques d'accumulation ou de propagation du pouvoir, etc., qui sont clairement identifiables, même revendiquées et tout ça. Mais pour autant, est-ce qu'il n'y a pas des moments où en fait la guerre, elle relève pas de cette pure logique-là, de ce système-là? Je pense notamment au fait que, par exemple, les États-Unis, ils sont partis d'Irak et d'Afghanistan parce que, alors, dans cette logique, on va dire économiciste, on se dirait, et pour le moment c'est ce qu'ils se sont dit, en fait finalement on a tellement perdu de fric là-dedans, on n'a pas réussi, donc on abandonne. Et parce que là, ce que j'ai en tête, c'est évidemment la situation très très actuelle de Trump, qui lui dit non, en fait, Trump n'est, en tout cas sur le papier, plus impérialiste. Là, il dit ok, on va s'occuper de nos trucs, de machin. De l'autre côté, Poutine, est-ce que il vient vraiment envahir l'Ukraine parce qu'il a envie, il a vraiment besoin pour son économie, pour sa puissance, de venir récupérer les minerais qu'il y a, ou d'étendre ses frontières de quelques kilomètres? C'est pas sûr. Ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la guerre, dans la guerre en tant qu'elle existe depuis toujours, on va dire dans l'espèce de déploiement de violence, de surplus d'énergie comme ça, quelque chose qui en fait échappe un peu à ce système-là, quoi. J'ai l'impression que c'est la question. C'est pas économique, je veux dire. Ouais, c'est vrai que parce que tu vois, moi ce que je me demandais dans tes recherches, tu vois, est-ce qu'il y a des gens qui calculent les pertes et profits de chaque guerre? Parce que tous les gauchistes, clairement, les gauchistes, je vous inclus dedans, c'est genre, oui, mais s'ils font des bombes, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont financer l'industrie des bombes, qu'ils gagnent de l'argent pour machin. Tu dis, mais qui est-ce qui paye l'industrie? C'est quand même les gens qui. D'un seul coup, ça devient une espèce de truc. C'est très 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 complexe. Je pense que c'est quasi impossible en fait de calculer combien t'as rapporté. La conquête de l'Algérie, combien elle a rapporté à la France? Personne n'est capable de le dire. Ah ouais, alors faut retrancher les militaires qu'on a mis là-bas. Il valait combien? On sait pas trop. C'est des calculs qui seraient possibles dans l'absolu, mais est-ce qu'ils sont réellement faits? Est-ce que c'est toujours, comment dire, est-ce que c'est toujours quelque chose de logique qui prédispose tel ou tel État à rentrer dans telle ou telle situation guerrière? Non, mais ça calcule, ça c'est évident. Quand tu fais de la recherche dessus, ça calcule. C'est-à-dire on déploie pas une armée sans que des états-majors
des industriels, des fractions de classes dirigeantes, et calculer combien ça allait leur coûter, qu'est-ce que ça peut leur rapporter, mais pas forcément d'un point de vue économique, hein, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue de capturer des terres, d'un point de vue de la situation intérieure, hein, parce que la conquête de l'Algérie, c'est aussi ça, c'est une réponse à un moment aussi de dire, de détourner l'attention et le désir aussi. On va y venir. Hein. Et donc du coup, je te dis oui et non, ça calcule, ça c'est sûr que ça calcule, mais ça calcule pas que des ratios économiques, quoi. Ça calcule politiquement, ça calcule socialement. Et du coup, pour en revenir un petit peu, parce que c'est lié là, moi, la proposition que je fais sur l'analyse de l'impérialisme, elle est justement pas marxiste au sens ni orthodoxe, ni dogmatique. Je sais même pas si elle est marxienne d'une certaine manière sur la question que bien sûr, je mets le capitalisme au cœur de cette histoire-là, mais par contre, dans le livre, je parle très très peu de système, et ce que j'amène, c'est plutôt la notion de configuration. C'est-à-dire qu'il y a des configurations entre le capital, entre les rapports de domination, d'exploitation, donc entre le capital, l'ordre racial, le patriarcat, et puis d'autres qu'on peut appeler les systèmes de normes, etc., quoi. Et que ces choses-là se configurent différemment, mais tu verras pourquoi je fais ce détour-là pour y revenir, et de dire, parce que en fait, il y a du capital avant l'expansion du capitalisme européen. Il y a à différents endroits. Il y a de l'empire avant, il y a du patriarcat avant, il y a de l'esclavage avant le capitalisme occidental. Et du coup, par contre, il y a quelque chose qui prend forme de radicalement nouveau et qui va conquérir l'ensemble de la planète. Alors là, on peut discuter, hein, est-ce que c'est entre le 15e et le 17e siècle, est-ce que c'est entre le 17e et le 19e? Bon, j'aborde un peu ces discussions-là, mais j'y réponds pas, plutôt je puise un peu des idées, des arguments dans tout, mais de dire qu'en tout cas, il y a une configuration du capital, de l'ordre racial et du patriarcat qui s'est faite, et qui s'est faite aussi avec autre chose, parce que ça suffit pas pour conquérir le monde, elle s'est faite en s'arrimant, et c'est la deuxième notion que j'amène, d'arrimage, en s'arrimant avec les industries militaires et les États-nations. C'est ça qui va lui donner la puissance, lui permettant de s'étendre, et qui n'avait pas forcément d'autres configurations avant. Et pourquoi je dis ça? C'est pour dire qu'en fait, il faut enquêter sur chaque situation. Et il y a des situations où, peut-être, c'est le capital qui est surdéterminant. Que là, ce qui explique ce qui est en train de se passer, c'est la recherche du maintien des taux de profit pour les capitalistes, ou par exemple, comme ça joue beaucoup en ce moment, aussi des crises de suraccumulation. Là, on est plutôt dans un moment où la bourgeoisie transnationale a fait des taux de profit gigantesques, c'est pas ça le problème, mais elle suraccumule, il faut qu'elle réinvestisse. Et la guerre et le contrôle sont des domaines dans lesquels elle va pouvoir réinvestir et éviter la crise de suraccumulation. Alors oui, mais il y a des situations où peut-être que c'est la question raciale qui domine, qui est la première à prendre en compte, parce que là il y a un système qui est une société qui est absolument organisée sur la ségrégation raciale, et il faut le rétablir. Par exemple, le coup qui va être mis dans la répression des révoltes pour Naël. Est-ce que c'est le capital qui est derrière ça? C'est pas sûr, tu vois. Même si ça permet de tester des nouvelles machines, etc. En fait, là, dans ça, il y a, dans ce moment-là, un enjeu fondamental, c'est de rétablir le socio-apartheid, qui se fait attaquer de toutes parts, pas juste par la jeunesse, qui se fait attaquer à ce moment-là. Et il y a des situations dans lesquelles peut-être on peut se dire, là, ce qui surdétermine la situation, le champ de bataille, peut-être c'est la question du genre et du patriarcat. Et puis il y a des moments, la plupart du temps, c'est aussi des configurations de tout ça, quoi. Mais bon, c'est pour se dire que moi je réponds pas le capital et l'économique tout le temps. Je dis, il faut enquêter dans chaque situation, et notamment pour comprendre aussi tel soulèvement dans les années 2010, ce qui se passe en Syrie, etc., de se dire c'est quoi la place des luttes de classe locales, c'est quoi la place des luttes d'émancipation des femmes locales, à quoi joue le gouvernement à ce moment-là, est-ce qu'il joue justement une dynamique de reproduction du capital, ou plutôt d'écrasement d'un mouvement d'émancipation des femmes, etc. Et là je dirais par exemple sur Trump, moi, pour le coup, je trouve que Trump est la partie émergée d'une fraction des classes dominantes aux États-Unis qui est
qui rétablit clairement une dynamique impérialiste qu'ils ont jamais abandonnée. Mais quand ils menacent d'annexer le Canada, Panama, etc. Bon, et la dynamique de pillage, d'épeçage de l'Ukraine, ça en fait partie. Et puis la puissance militaire états-unienne reste à travers ses bases et à travers ses porte-avions reste déployée dans le reste du monde. Bon, ça rentre dans ce que tu appelles la dynamique de néo-fascisation. Peut-être. En fait, je voulais en venir là. Après, je sais pas si t'avais peut-être une question. En fait, je voulais en venir à ton dernier chapitre, en fait. Mais je vais préciser le truc. Enfin, quand je disais marxiste, c'était pas du tout d'une manière critique. Parce que non, mais c'est pas une insulte, Marx. Mais c'est que j'ai l'impression que spontanément, tous, quand on pense à guerre, machin, on pense à logique économique, quoi. Enfin, on a tous cette espèce de réflexe-là. Et ça, parce que il y a un auteur très peu connu, qui est un économiste très marrant, qui s'appelait Fourquet, qui avait écrit un bouquin à la découverte il y a quelques années qui s'appelait Richesse et puissance et qui grosso modo disait, enfin je vais très très mal le traduire mais vous allez comprendre ce que j'en dis, grosso modo disait tous les marxistes veulent voir le taux de profit, le machin, les mêmes logiques, et il disait le problème c'est que ce que tous les marxistes ne pigent pas, c'est que selon les États, enfin, dans la naissance du capitalisme, selon les États, il y a différentes perceptions de la richesse, et donc il donnait des exemples historiques, il disait par exemple en France il y a une idée particulière de la richesse, c'est le truc des physiocrates, etc., c'est on veut avoir des greniers bien remplis. En France, richesse égale grenier bien rempli, accumulation. Alors que, à contrario, toutes les villes-États, et surtout l'Angleterre, la Hollande, etc., la richesse, c'est contrôler les mers, contrôler la circulation, etc. Et donc c'est pas des trucs, c'est-à-dire que évidemment il y a une logique capitaliste une espèce de règle que tout le monde suit, qui ordonne tout ça. Mais dans le fond, ce qui se joue dans les actes dans les décisions politiques de tel ou tel État, c'est branché sur la logique capitaliste, mais ça correspond à des idées de la richesse et de la puissance qui sont pas forcément les mêmes, quoi. Donc, dans ce coup, c'est une espèce de vision du monde un peu plus décalée. Et ça me fait penser à ça parce que je sais plus si c'est Michel Ferrer ou si c'est Eugénie Merriot, pourtant ils se ressemblent pas trop, mais qui était ici, et quand on parlait de Trump, il y en a un des deux, je sais plus lequel des deux, qui disait mais en fait ce qu'il faut comprendre dans ce pseudo arrêt des guerres extérieures, c'est qu'en fait la guerre elle va arriver vers l'intérieur des États-Unis. Je sais plus par quel raisonnement il disait ça, mais là, ce à quoi il faut s'attendre, c'est à ce que la déclaration de guerre, elle est au cœur même des États-Unis. Et là, quand tu vois pour les États-Unis, tu vois l'esprit de la guerre civile, tu vois comment ça, c'est prégnant là-bas, etc. Tu te dis ouais, en fait, là, il va se jouer on s'y attend pas à ce qui va arriver, et c'est un changement de paradigme, changement de lecture, et où donc, je trouve que d'un seul coup, quand tu vois ça, tu vois les choses d'une manière un peu plus riche, un peu plus complexe que la lecture marxiste qui toujours se dit en fait la décision va où il y a le profit, quoi, tu vois, pour le dire un peu. On est complètement d'accord. En plus je pense que ça fait le lien avec sur quoi tu veux arriver sur la fascisation, quoi. Bah ouais, c'est ça, en fait je voulais parler un peu, j'ai voulu parler de ça quand tu as mentionné tout à l'heure les gilets jaunes. En fait quand tu commences à parler de ça, je pense que c'est dans le dernier le chapitre 4 que t'appelles, je sais pas si t'as gardé ce titre vu que nous on avait mais c'est la néo-fascisation sécuritaire. J'ai l'impression que c'est un peu le diagnostic sur notre actualité en fait, sur en fait tu montres que le mouvement des gilets jaunes en 2019 c'est pas du tout un truc isolé en France. En fait c'est un mouvement international. Tu montres que il y a plein de soulèvements différents à ce moment-là, à plein d'endroits. J'avais noté là, je sais pas si. Ouais, donc il y a en Algérie, manifestation gigantesque contre le 5e mandat de Bouteflika. Après, il y a Haïti, Hong Kong, Égypte, Irak, Équateur, Liban, Bolivie. Bon, voilà, ça c'est un premier point qui avait attiré mon attention. Tu me montres encore une fois que, en fait, il y a des logiques internationalistes dans les soulèvements. Donc ça. C'est une première question d'ailleurs que je te pose, c'est en fait comment se font les liens entre ces différents mouvements. Est-ce qu'il y en a en fait? Comment expliquer que ça arrive au même moment? Quelles sont les logiques de communication internationale entre ces mouvements? Et puis après, ma deuxième question c'est quelle modification dans les formes de pouvoir et de contre-insurrection et tout vont se mettre en place en réponse à ces mouvements-là. Et là, j'ai l'impression qu'un élément qui devient vraiment important, c'est, qui l'est toujours en fait, mais il y a beaucoup de développement sur ça à ce moment-là, c'est l'innovation technique en fait.
Et ça, on le voit aussi beaucoup dans le film, que voilà, le salon Millipol, voilà, met en scène l'innovation technique permanente du business de la guerre et tout. Donc voilà, je vais arrêter là. Justement, le lien, je pense, avec la question de Mathieu, mais c'est aussi, en fait, et c'est ce qu'essaye de montrer le livre, hein, c'est que de la guerre intérieure, là aux États-Unis, en plus, ça a été montré quand même par pas mal de chercheuses et chercheurs. En fait, tu as une séquence de guerre intérieure qui commence dans l'après 2001, principalement contre les classes populaires identifiées comme musulmanes et identifiées comme non blanches. Mais en fait, dans le livre, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas de moment où les puissances impérialistes jouent pas à la fois une dynamique de guerre coloniale à l'extérieur et de guerre sociale sous des formes de colonialité à l'intérieur, dans des formes de socio-apartheid, dans les prisons, dans les quartiers populaires, etc. Et donc ce truc-là est assez continu dans l'histoire de la modernité capitaliste. Simplement, il y a des séquences où ça craque, et où il faut régénérer le système de pouvoir parce que justement les dominés ont trouvé une manière de recomposer, surgir, contre-attaquer, ruser, et que le système de pouvoir s'est épuisé, il n'arrive plus à produire un sujet consentant ou un sujet au moins résigné, et puis parce qu'il y a de la force qui s'est trouvée, il y a de la résonance. Alors après on n'aura jamais exactement l'explication de pourquoi il y a un moment il y a de l'insurrection et pourquoi ça prend, même si là sans doute qu'il faut questionner des histoires de désir, de croyance, de croire que c'est possible, et puis il y a toujours des gens qui partent en premier, et puis il y a des raisons structurelles aussi, on peut se dire, c'est que là tous ces soulèvements qu'il y a dans la décennie 2010, c'est aussi parce que les classes populaires du monde entier, à travers le néolibéralisme, vivent des conditions de précarisation intense qui touchent encore plus les femmes des classes populaires, de la périphérie. Avec des formes où les moindres mobilisations sont réprimées de plus en plus fortes, donc c'est plus possible de passer, si ça l'a jamais été, de passer par le jeu démocratique. En fait là ça ne l'est plus du tout, donc les gens vont dans ce qui est encore possible, la rue, la confrontation, la grève, l'occupation de place, voilà. Et après effectivement il y a des choses qui résonnent par les médias, par les contre-médias, on voit que les autres ont réussi à faire des choses. Dans le livre on se rend compte que en fait, pendant la Commune de Paris c'est déjà ça en fait, la Commune de Paris inspire des peuples dans le monde entier dès cette époque-là, et déjà par la presse. Et tout à l'heure tu parlais de l'insurrection d'El Mokrani en Algérie, mais il y a aussi l'insurrection du Grand Sud en Martinique, qui est quelques mois avant. Et aussi tout ça parce que en fait le monde est globalisé et connecté déjà depuis des siècles, et qu'il y a des réverbérations dans les systèmes de domination qui font qu'il y a aussi des réverbérations dans les résistances. Et alors pour y répondre, justement, on y arrive à la question de la fascisation. Moi ce que j'essaye d'amener dedans, c'est je repars de choses qui n'ont pas été dites par moi sur la fascisation, mais j'essaie de les appliquer aujourd'hui, et qui sont qui ont été dites par Aimé Césaire, par Frantz Fanon, un petit peu Foucault l'a noté, mais il n'en a pas fait grand chose sur la question de l'effet de retour, encore une fois. Et en fait c'est Césaire qui le dit le plus clairement, Hannah Arendt en parle aussi. Dans le discours sur le colonialisme, exactement. C'est ça, le choc en retour. Où il dit, en gros, il dit pas on comprend rien au nazisme si, mais il dit en tout cas il y a eu un scandale sur le nazisme, mais en fait qu'il voit pas que le nazisme a importé en Europe des dynamiques d'écrasement des corps, de massacres, qui étaient la règle en Afrique et dans les colonies, quoi. Et de ça, différents historiens en ont produit une connaissance plus historiographique, et je pense au travail d'Enzo Traverso, qui nous montre notamment comment le fascisme et le nazisme sont pas que le produit de la colonisation, parce que c'est aussi le produit de l'usine, de la prison, de la rationalisation, etc., mais que c'est aussi une dynamique de normalisation, de généralisation, d'industrialisation au centre, de mécaniques de violence qui ont été elles-mêmes d'abord normalisées, généralisées, industrialisées sur le champ de bataille colonial. Et du coup, une des choses que je retiens aussi dans qu'est-ce que c'est que le fascisme, c'est que le fascisme c'est aussi un régime de régénération.
et avec tout son délire idéologique sur régénérer la race, régénérer la patrie, etc., mais qui sert quand même à un moment où le système est confronté à quelque chose qu'il n'arrive pas à dépasser. Dans les années 30, il a peur de la révolution bolchevique et des révolutions conseillistes à différents endroits en Europe, et du coup il va aller chercher dans le répertoire colonial, mais pas que, dans le répertoire impérial, mais pas que, ces dynamiques-là, pour se protéger et déclencher une autre forme de la guerre contre les classes populaires, pour empêcher la révolution, pour régénérer l'ordre racial, le patriarcat, le capital, ça dépend des situations. Et donc ça, je repars de ça pour voir ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est encore une fois, tout ce que je raconte, c'est le fruit d'un travail de recherche, mais c'est aussi le fruit de réflexion collective avec les camarades dans les luttes. Et du coup, sur ce qu'on appelle la néofascisation, et qui est d'essayer de dire qu'en fait, la néofascisation, c'est pas juste l'extrême droite radicale dans la rue, c'est l'islamophobie au quotidien, c'est le racisme au quotidien, c'est le fonctionnement de la police au quotidien dans les quartiers populaires, dans les prisons, dans le régime de frontières, c'est les dispositifs d'enfermement, c'est les guerres coloniales, c'est l'impact des grands médias. Il y a quelque chose qui passe dans tout ça, et que justement, donc on voit dans le livre, dans cette mécanique impériale, c'est-à-dire qui va chercher en permanence, en allant chercher dans les répertoires coloniaux et les colonialités aussi intérieures, des dynamiques qui permettent de régénérer le système et ou la configuration. Et de dire que donc là on est dans un processus qui n'est pas le même que celui des années 30 de fascisation, qui est de néofascisation. Il a ses spécificités, il fonctionne pas exactement de la même manière, c'est sûr. De toute façon il n'y a pas deux séquences socio-historiques qui sont les mêmes. Et moi j'ajoute sécuritaire parce que il me semble, comme l'impérialisme, c'est l'autre proposition forte que je fais dans le livre, de dire qu'on n'est pas dans un nouvel impérialisme, on est dans une séquence sécuritaire de l'impérialisme, un impérialisme qui est concentré sur la guerre et le contrôle. Et pareil, on est dans une dynamique de néofascisation qui est concentrée sur la guerre et le contrôle, à la fois comme technologie, comme industrie, comme processus de régénération, et dont le cas exemplaire est l'utilisation du pouvoir algorithmique dans le processus génocidaire en Palestine, par exemple. Mais pas seulement. Il y a toute une partie du livre qui parle de ça, mais qui nous dit que le processus génocidaire en Palestine, et qui est pas juste qui est le fait du colonialisme israélien, évidemment, de l'État colonial sioniste, évidemment, mais appuyé par l'impérialisme occidental, et pas que, aussi par des puissances rivales, en fait, constitue le premier modèle de déploiement d'une mécanique néofasciste sécuritaire, et que très certainement ce modèle-là va servir de répertoire, quoi. Ouais. Et juste après, le passage sur la Palestine qui reprend ce que tu viens de dire, je lis juste une phrase parce que dedans il y a le lien avec les années 30 là, que tu viens de faire aussi. Si l'usine était emblématique du fascisme des années 30, c'est sans doute l'intelligence artificielle qui constitue le support techno-industriel du néofascisme sécuritaire. Voilà, c'était juste une petite illustration, quoi. Et on le voit très bien dans les salons de défense et de sécurité, de guerre et de contrôle. La question de l'IA, des algorithmes est partout. Mais elle est partout à la fois comme marchandise et comme mythologie aussi. Comme un mythe qui vient nous dire, à travers ces technologies-là, maintenant on sait tout, on contrôle tout. Vous pourrez plus rien faire, mais on a des marchandises et un système de pouvoir qui est omnipotent, et à nous encore une fois de ne pas se laisser avoir par ça. De toute évidence, encore une fois, si on regarde la résistance palestinienne, ce déferlement de violences guerrières, policières, de surveillance, d'écrasement des corps, de mise à mort de masse, a pas réussi à soumettre la résistance palestinienne. Ouais, moi je voudrais juste ajouter un dernier truc, mais parce que là moi je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis, mais j'ai l'impression qu'on rate à mon avis un tout petit pan sur le caractère un peu nouveau du fascisme. Moi je sais pas si vous utilisez fascisme, en tout cas de ce dont on parle et de ce sur quoi on est d'accord, c'est que donc il y a évidemment les moyens technologiques en tant qu'ils sont dans les mains en l'occurrence de l'armée israélienne, mais il y a aussi le développement technologique, socio-technique, en tant qu'il a reconfiguré nos subjectivités. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je pense qu'il y a
à mon avis, un des trucs les plus terribles, humainement, on va dire, de la situation à Gaza, c'est que donc, tout le monde a dit c'est la première fois qu'on suit un génocide en direct sur son téléphone. C'est vrai, mais c'est surtout la première fois qu'on suit en direct un génocide dans l'impuissance la plus totale et la plus complète. C'est-à-dire que dans une espèce d'intimité avec le génocide, je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça fait sur nos cœurs à tous que d'être dans l'espèce de contact quotidien avec dans la possibilité de ce contact quotidien tout en étant dans une impuissance totale et complète. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je dis ça parce qu'en fait, ce truc des réseaux sociaux, moi j'ai l'impression qu'en France, il y a plein de travaux hyper bien, Faury sur, enfin voilà, plein de trucs je trouve très très bien qui sont faits, on va dire sociologiquement sur ces nouvelles formes de fascisme. Et en même temps, moi j'ai l'impression que l'endroit où tu le vois le mieux, c'est pas pour rien, c'est sur Twitter. Enfin, tu vois, Twitter, pourquoi est-ce que tous les gens de gauche, et même toutes les facs, tous les machins fuient Twitter en disant c'est trop nauséabond de machin, mais c'est vrai que quand on regarde les commentaires sur Twitter, c'est un truc fou en fait, le niveau de bêtises, de méchanceté, de mesquinerie, etc., de bêtises fascistes quoi, qui se répand en permanence. Et ça en fait, moi je me demande si on peut pas se dire que cette modalité particulière de communication que sont les réseaux sociaux et qu'est particulièrement Twitter, est-ce que ça c'est pas aussi un des éléments, c'est pas l'élément, mais aussi un des éléments qui dans le fond produit des subjectivités disposées au fascisme. Enfin, on voit bien que quand t'es Dédé au fin fond de ton truc à être là genre Naël, bien fait pour toi, et je fais des mèmes et des machins, c'est une forme de bêtise et de méchanceté qui n'est pas possible dans des rapports sociaux normaux. Enfin tu vois, non, tu dirais ça, enfin quelqu'un te dirait ça dans la rue, tu lui mettrais une claque ou tu lui dirais machin, tu pourrais pas le dire dans la rue. Alors tu peux le faire sur les réseaux sociaux. Je dis ça pour essayer de pousser en gros un cran supplémentaire la question on va dire socio-technologique de machin. Il y a aussi comment ça nous transforme et comment et en plutôt pas bien quoi. Et tout ça, je pense qu'il y a aussi ce pan là quoi, moi qui me saute aux yeux parce que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Ça rend fou, quoi. Non, c'est sûr que ça en fait partie. Après, je dirais comme encore une fois, c'est un champ de bataille en fait, parce que là, sur les réseaux sociaux, on a aussi énormément partagé ce que faisait la résistance. On n'a pas été capable d'empêcher, enfin de bloquer la machine de guerre. Par contre, il y a eu des multiplicités d'essais de résistance depuis, juste après le 7 octobre en France. Juste sortir avec un drapeau palestinien ou une banderole, c'était super chaud, quoi. Et il y a des gens qui ont pris des perquisitions pour des tweets. Il y a des gens qui continuent à se faire perquisitionner et subir l'antiterrorisme pour dire intifada, etc. Bon, et puis il y a des choses qui ont été déplacées, donc effectivement ça ressemble pas à des victoires éclatantes, mais en fait il y a eu des résistances partout. Et puis là on retombe un peu sur ce que tu disais aussi, il y a eu une résonance quoi. Il y a à travers le monde, il s'est aussi passé ça, c'est-à-dire que la mythologie de je sais pas quoi, la justice et la rationalité de l'Occident, ce truc-là a été balayé totalement. Bon, alors qui est-ce qui y croyait encore effectivement, c'est les gens qui voulaient vraiment y croire, parce que bon, les peuples du monde qui ont subi ça, ils croyaient pas trop. Mais ce truc-là s'est effondré, et aussi Palestine est devenu le nom d'une résistance globale. La question de l'intifada, d'organiser, de structurer une résistance, ces choses-là sont devenues des choses très importantes. Et ça aussi, c'est des graines qui germent et qui nourrissent les résistances à venir, quoi. Ouais. Je peux juste... J'ai un petit extrait pour finir de ton livre qui dit la même chose. Par-delà les frontières de l'apartheid global, Palestine devient plus que jamais le nom d'une détermination des opprimés à résister pour exister et à s'unir pour se libérer. Il s'agit de bien percevoir qu'au cœur du processus de néofascisation sécuritaire, dans l'ombre de toutes les terreurs d'État, la multiplicité des solidarités en acte avec le peuple palestinien porte en elle la possibilité d'une puissance de libération mondiale. Parfait.